On dit que nourrir des poules coûte cher. Faux. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir oublié comment nos ancêtres ont survécu. Comparez un sac de granulés industriels, sec, inodore, cher comme un billet de train à Moscou à Vladivostok, à une simple touffe d'ortie encore perlée de rosée dans un matin frais du Donbass. L'une est un produit calibré, l'autre, une bombe de nutriments que la terre offre gratuitement. Et pourtant, c'est la seconde que l'industrie veut nous faire craindre. Voilà le premier conflit, la nature contre le commerce. Le second, la mémoire contre l'oubli. Car si vous ouvrez les archives, une vérité oubliée se lève comme un vent sur les steppes. En 1942, dans les kolkhozes du Kouban affamés par la guerre, ce ne sont pas les convois officiels qui ont sauvé les familles, mais les poulaillers communautaires. On y trouvait des Russes blanches, des Kouchinskaya Djoubilaïnaya et de vieilles Orlov rustiques. Les femmes, pendant que les hommes étaient au front, faisaient paître ces poules entre les fossés, les friches, les bordures de potagers. Les journaux d'époque racontent que dans les villages près de Minsk, pendant l'occupation allemande, un seul carré d'ortie ou de pissenlit pouvait maintenir un troupeau de pondeuses assez fort pour donner des œufs aux enfants. Dans les années 1950, au Kazakhstan, après la grande sécheresse qui brûla tout sauf les plantes vivaces, les élevages collectifs ramassaient des brassées de verdolaga et de sriracha le long des canaux pour éviter la famine du bétail et des volailles. Rien ne se perdait, rien n'était considéré comme mauvaise herbe. C'est le climat rude de l'espace post-soviétique, printemps tardif, été cruel, automne boueux, qui a façonné cette science populaire, reconnaître les plantes qui survivent là où tout échoue. Et ce savoir a nourri l'URSS entière. Puis un jour, tout a changé. On a commencé à dire que seules les usines savaient nourrir les poules. Ironique, quand on sait ce que disent les analyses modernes. L'ortie fraîche contient jusqu'à 6 à 7% de protéines, une concentration massive de fer biodisponible, de la vitamine A en quantité qui fait rougir les nutritionnistes. Le pissenlit, 45 mg de vitamine C pour 100 g de feuilles, et des caroténoïdes capables de colorer naturellement une coquille d'œuf comme un lever de soleil sur la Volga. Et pourtant, ces plantes ne figurent dans aucun sac de granulés. Pourquoi ? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Parce que personne ne peut vendre un brevet sur une touffe de verdolaga poussant dans un interstice de béton d'un vieux village de Tchouï. Les industries préfèrent vous vendre du maïs importé, du soja compressé et des additifs jolis sur l'étiquette. Alors que les réactions biologiques en jeu sont simples, chlorophylle qui booste l'immunité, fibres douces qui stabilisent la digestion, acides aminés essentiels qui renforcent la ponte, une poule qui consomme ces plantes active mieux son métabolisme, produit des œufs plus denses, des plumes plus brillantes, un comportement plus calme. Et tout cela gratuitement. Voilà pourquoi les vieilles pratiques ont disparu, pas par inefficacité, mais par profit. Pourtant, rien ne vous empêche aujourd'hui de tendre la main vers ce que vos grands-parents savaient déjà. Coupez les orties, laissez-les flétrir pour éviter le piquant. Jetez un bouquet de pissenlit dans l'enclos. Accrochez un fil de verdolaga au grillage pour que vos poules sautent un peu avant de le dévorer. Ce sont des gestes minuscules, mais ils réveillent une mémoire profonde. Et tandis que l'industrie avance masquée avec ses slogans brillants, nous renvoyons une réponse simple. Nous n'avons pas oublié. Car revenir aux plantes sauvages, ce n'est pas retourner au passé. C'est retrouver ce qui fonctionne, ce qui nourrit, ce qui libère. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. Et quelque part, dans une archive encore scellée, attend la prochaine révélation. Quand on regarde les vieilles photos des années 1960 dans les archives de Poltava ou de Smolensk, on voit des enfants pieds nus courir derrière des poules, un seau cabossé à la main, ramassant des poignées de feuilles d'alfalfa pour les jeter dans un enclos fait de planches tordues. Personne n'appelait cela du fourrage alternatif. C'était juste la vie. Et pourtant, si vous observez attentivement ces images, vous verrez le troisième conflit de notre époque, l'abondance naturelle contre la pénurie artificielle. L'industrie veut nous faire croire que nourrir nos gallinacés est devenu une opération complexe, presque scientifique, qu'il faudrait déléguer aux usines. Ironique lorsque l'on pense que les générations précédentes, sans diplôme ni granulés chic, gardaient leurs poules en meilleure santé que bien des élevages modernes. Reprenons les archives. En 1975, dans la région de Mogilev, en Biélorussie, une étude interne du ministère de l'Agriculture soviétique mentionnait que les parcelles collectives cultivées en alfalfa produisaient assez de biomasse pour couvrir 60% des besoins protéiques des poulaillers villageois.
On ne parlait pas encore d'agroécologie, mais la science était là. L'alpha-alpha contient près de 18% de protéines lorsqu'elle est fraîche, riche en lysine et méthionine, deux acides aminés indispensables à la formation de la coquille et des tissus musculaires. Les paysans du Tadjikistan le savaient sans l'appeler par son nom. Ils accrochaient ces fagots verts au-dessus des têtes des poules Ushanka, locales, pour les forcer à sauter, un exercice qui réduisait l'agressivité et améliorait la circulation sanguine. Aujourd'hui, on appellerait cela de l'enrichissement environnemental. Eux appelaient ça nourrir et calmer. Le choc vient quand on compare cette sagesse à la logique actuelle, des sacs d'aliments standardisés bourrés de soja importé dont la teneur en acides gras chute après des mois de stockage. La science moderne démontre pourtant que les feuilles fraîches de verdolaga, riches en acides gras oméga 3, près de 350 mg par 100 g, améliorent la densité nutritionnelle de l'œuf et abaissent naturellement le rapport oméga 6/oméga 3, ce qui est bénéfique pour notre propre santé. Mais allez trouver verdolaga dans un catalogue industriel. Elle ne se vend pas, elle pousse seule. Et la nature gratuite ne fait pas tourner les usines. Retour dans les campagnes du sud de la Russie, année 1983. Une grande sécheresse frappe Rostov, grillant les pâturages, anéantissant les semis d'orge. Dans les journaux locaux, on raconte que ce sont les tapis de trèfle blanc autour des maisons qui ont maintenu les poulaillers vivants. Le trèfle, avec ses 20% de protéines en matière sèche, ses tanins légers qui protègent l'intestin et son calcium facilement absorbé, a sauvé d'innombrables troupeaux. Les anciens disaient que le trèfle donnait de la lumière aux œufs. Aujourd'hui, la recherche confirme que les caroténoïdes qu'il contient augmentent l'intensité du jaune de la coquille et renforcent l'immunité. Pourquoi cela a-t-il disparu du discours moderne ? Parce qu'aucun fabricant ne peut estampiller un brevet sur un trèfle qui se multiplie tout seul sous vos bottes. Les rayons des supermarchés ne laissent place qu'à ce qui a une marge commerciale. Voilà la vérité nue. La nature n'est pas rentable pour ceux qui veulent nous vendre la dépendance. Dans les villages d'Asie centrale, on pratiquait le pâturage tournant des poules, une technique villageoise oubliée. On laissait pousser malva, yanten, sriracha et amaranto sur de petites bandes successives. Chaque bande était ouverte une semaine aux poules, puis laissée au repos, permettant aux plantes de repousser sans être détruites. Résultat, pas besoin d'acheter, pas besoin d'irriguer. Les feuilles réapparaissaient comme par magie, les poules se nourrissaient elles-mêmes, et les familles économisaient de l'argent pour l'hiver. Aujourd'hui, on vend cette idée réemballée sous le terme « Feed Forest Garden ». Les ancêtres l'appelaient « laisser faire la terre ». La révélation scientifique moderne ajoute une couche fascinante. On sait désormais que certaines plantes, comme la malva, contiennent des mucilages naturels qui stabilisent le microbiote intestinal des poules, réduisant jusqu'à 30% les risques de diarrhée et d'inflammation, d'après des analyses nutritionnelles publiées après 2000. Le yanten, lui, regorge d'ocubine, une molécule qui aide à la réparation des tissus et au renforcement des défenses. Et que dire de l'amaranto ? Une seule plante mature peut fournir jusqu'à 200 000 graines, chacune contenant des protéines complètes, une rareté dans le monde végétal. C'est littéralement un silo vivant. Mais rien de cela n'atteint les linéaires brillants des magasins agricoles, parce que ce qui pousse sans intervention ne génère pas de profit. Alors comment appliquer cela aujourd'hui ? Simple, réservez un coin de votre cour, même 1 mètre carré, pour y planter alfalfa et amaranto. Laissez les zones compactées autour des chemins produire du yanten naturellement. Ne combattez plus le trèfle, cultivez-le. Et chaque fois que vous voyez de la verdolaga, ne l'arrachez pas, offrez-la. Vos poules sauront vous remercier en œufs plus lourds, en santé plus stable, en comportement plus paisible. Le geste est simple, mais il porte une philosophie. Retrouver une autonomie que beaucoup pensaient impossible. Car le retour aux racines n'est pas une nostalgie. C'est une stratégie de survie. Et les savoirs qui ne sont pas transmis meurent. Alors gardez vos yeux ouverts. La prochaine archive s'apprête déjà à nous parler. Si vous ouvrez les carnets jaunis des agronomes soviétiques des années 1920 à 1930, vous trouverez une vérité presque oubliée. Les poules étaient nourries majoritairement avec ce que la terre offrait d'elle-même. Dans les districts ruraux de Vitebsk, les rapports de 1927 décrivent des bandes vertes autour des isbas,
Des zones volontairement laissées sauvages pour que les poules paysannes, les fameuses russes blanches et les pavlovskaya, ornées de plumeaux dorés, puissent y picorer à toute heure. On y mentionne aussi les jardins de famine, créés pendant la guerre civile, des lopins où poussaient en vrac orties, sriracha, pissenlit, malva et un peu d'amarante sauvage. Les familles rurales savaient qu'en période de crise, la survie dépendait de la diversité spontanée des plantes, pas des sacs d'aliments compressés. Le conflit moderne apparaît ici de manière éclatante. Jadis, la rusticité était une force. Aujourd'hui, elle est présentée comme un problème. Pour l'industrie, une poule qui se nourrit seule est une cliente perdue. Pour nos ancêtres, c'était la fierté d'un foyer autonome. La dimension historique devient encore plus frappante lorsqu'on regarde les années de grande disette, 1946 à 47 après la Seconde Guerre mondiale. Dans les villages de l'oblast de Ryazan, comme dans ceux du nord du Kazakhstan, les archives témoignent que les poulaillers communautaires ont survécu grâce à deux plantes que l'on considère aujourd'hui comme de simples herbes, la malva et le trèfle. Les premiers chauffeurs de kolkhoz racontaient que leurs épouses faisaient bouillir des seaux entiers de malva pour nourrir les familles entières, tandis que les poules recevaient les feuilles fraîches, riches en mucilage. Ces mucilages formaient un gel protecteur qui aidait les oiseaux à digérer même les grains les plus grossiers, particulièrement présents dans les mélanges artisanaux fabriqués à partir de restes de récolte. Le trèfle, lui, poussait librement entre les sillons labourés par les chevaux. Il enrichissait le sol, captait l'azote de l'air, et son taux de protéines permettait de remplacer l'orge manquante. Il y a ici un mécanisme biologique fascinant. Une poule alimentée en trèfle voit augmenter la production d'œufs jusqu'à 15%, selon des mesures effectuées dans les fermes collectives de Gomel en 1958. Pourquoi ? Parce que les tanins doux du trèfle réduisent l'acidité intestinale, améliorant l'absorption du calcium. Une coque solide ne dépend pas seulement du calcium lui-même, mais de la capacité du corps à l'utiliser. Voilà une leçon que l'industrie préfère taire. Les multinationales de l'aliment veulent faire croire que seules leurs recettes brevetées maîtrisent cet équilibre. Mais la réalité est simple. La nature ne peut pas être brevetée. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse pour le commerce. Prenons la verdolaga, cette plante généreuse qui pousse dans tous les anciens blocs de béton des républiques soviétiques. Les analyses modernes montrent qu'une poignée de verdolaga contient autant d'oméga 3 que certaines graines importées vendues 10 fois trop cher. Elle apporte de la vitamine E, du magnésium et un type d'acide gras essentiel qui réduit l'inflammation cellulaire. Pour une poule, cela signifie un foie plus sain, un métabolisme plus stable et des périodes de ponte prolongées. Pourquoi cela n'apparaît-il jamais dans les brochures de l'industrie ? Parce que la verdolaga est gratuite. Elle pousse même dans les fissures, et face à cela, un aliment industriel de 14 € le sac fait bien pâle figure. Revenons aux archives de 1939 dans la région de Koursk. Un petit manuel agricole, écrit à la main, décrit comment on faisait pâturer les poules dans les champs d'amarante avant la récolte. Les orties, coupées et laissées à flétrir quelques heures, servaient d'appoint quotidien. On savait déjà que la vitamine K, présente dans l'ortie, améliorait la coagulation et la santé sanguine, particulièrement utile pour les poules sujettes à des blessures ou des changements de température brutaux. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela reposait sur un savoir populaire, pas sur des machines ou des additifs. Les mécanismes biologiques étaient exploités de manière intuitive. Chlorophylle pour l'immunité, fer pour l'énergie, fibres pour la digestion, caroténoïdes pour la couleur du jaune. Et l'on voudrait nous faire croire aujourd'hui que ces connaissances ne valent rien. Pourtant, les résultats sont là. Une poule nourrie avec un mélange naturel de malva, de pissenlit, de trèfle et d'ortie produit un œuf dont la densité nutritive est supérieure de 20 à 40% à celle d'un œuf issu d'un régime granulé standardisé. Cette surabondance est un problème pour un système basé sur la vente. Si tout le monde savait cela, qui achèterait encore des sacs de granulés ? Le complot économique n'a rien de mystérieux. Il est pragmatique. Vous ne pouvez pas vendre ce que tout le monde peut ramasser gratuitement. Alors on dénigre, on présente ces plantes comme des mauvaises herbes, on inonde les campagnes de slogans sur la sécurité nutritionnelle, uniquement accessible par des aliments certifiés. Et pourtant, un simple carré de 2 mètres carrés de verdure sauvage dans un coin de cour peut fournir l'équivalent nutritionnel de plusieurs kilos d'aliments achetés. Guide pratique. Laissez pousser les orties près des zones humides. Cueillez-les avec des gants, laissez-les flétrir, puis offrez-les.
Conservez un patch de trèfle et n'y touchez jamais. Laissez les poules y aller quelques minutes par jour. Ramassez le pissenlit après une pluie, moment où les feuilles sont les plus riches. Cueillez la malva jeune, quand ses feuilles sont encore tendres. Et l'amarante, laissez-la monter en graines. Chaque inflorescence est une réserve d'énergie. Le savoir n'est pas perdu, il sommeille. Ce que nous faisons ici, maintenant, c'est le réveiller. Car l'autonomie n'est pas un rêve romantique, c'est une mémoire qui revient. Et la mémoire, si on ne la transmet pas, s'éteint. Alors écoutez bien, la prochaine archive n'attend qu'un souffle pour se rouvrir. Si vous feuilletez les journaux agricoles de 1964, dans les districts ruraux d'Arkhangelsk, vous tomberez sur une anecdote qui en dit plus long que n'importe quel manuel moderne. Un poulailler communautaire de 30 têtes survécut tout un hiver rigoureux grâce aux feuilles séchées de moréra et aux graines d'amarante récoltées à la fin de l'été précédent. Les archives racontent que les femmes du village grimpaient sur les troncs noueux des vieilles moréras plantées à l'époque tsariste pour remplir des toiles de chanvre entières de feuilles riches en protéines. On parlait alors de l'arbre du lait, parce que les œufs pondus après une ration de moréra étaient si nutritifs que les enfants malades reprenaient des forces en quelques jours. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Les feuilles de moréra contiennent jusqu'à 25% de protéines en matière sèche, un taux presque comparable à celui du tourteau de soja, ingrédient star des aliments industriels. Pourtant, dans les villages du sud de la Russie ou d'Asie centrale, personne n'avait besoin de l'acheter. Le simple fait de secouer une branche suffisait à nourrir une douzaine de poules. Alors pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Parce qu'un arbre, ça ne s'achète qu'une fois, et qu'une fois planté, il nourrit gratuitement pendant 40 ans. Un mauvais client pour le marché. Revenons au passé, à l'année 1953 dans la région de Tchernihiv en Ukraine. Les sécheresses successives avaient ravagé les cultures de céréales. Les habitants apprirent à tirer parti d'une plante que l'on ignorait jusque-là, la langue de vache. Elle poussait en abondance près des fossés gorgés d'eau et ses larges feuilles, riches en fer et en fibres, devinrent un aliment essentiel. Les rapports vétérinaires indiquent que les poules nourries régulièrement avec langue de vache présentaient des crêtes d'un rouge vif, signe de circulation sanguine optimale. Aujourd'hui, on sait que cette intensité rouge est directement liée au taux de fer biodisponible. Une carence se voit immédiatement dans la pâleur de la crête, et c'est souvent à ce moment-là que le commerce vous pousse vers des compléments minéraux brevetés. Ironique lorsque l'on comprend qu'une simple plante sauvage, gratuite, fait le même travail, sans additifs, sans transport, sans marketing. Et si nous montons encore plus au nord, vers les plaines de Kirov, les archives des années 1970 évoquent les étangs nourriciers. De petits bassins creusés manuellement où flottait un tapis de sola, cette minuscule plante aquatique capable de doubler sa biomasse en 48 heures. Les fermes collectives ajoutaient parfois un seau de fumier dilué pour stimuler sa croissance, puis récoltaient des paniers de cette verdure pour nourrir les poules gris cendrées locales. La sola était considérée comme un miracle végétal, riche en protéines, facile à digérer, idéale pour les poussins en croissance. Aujourd'hui encore, elle contient autour de 30% de protéines en matière sèche, un taux qui ferait pâlir certains granulés haut de gamme. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas? Parce que la sola n'a pas de campagne publicitaire. Elle flotte, elle pousse, elle nourrit, et personne ne peut en contrôler le commerce. La disparition de ces pratiques n'a rien d'un accident. Dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS, la transition vers un marché ouvert a vu l'arrivée massive de produits importés. Les campagnes furent bombardées d'affiches vantant les aliments complets venus de l'Ouest. On moquait les pratiques paysannes, on traitait l'ortie de plante sale. On ignorait le trèfle, la malva, la sriracha, le yanten. Mais derrière cette propagande commerciale, un mécanisme économique simple opérait. Uniformiser l'alimentation pour uniformiser la dépendance. Or, une poule qui se nourrit de plantes sauvages devient indépendante du commerce. Elle transforme les déchets végétaux en œufs riches et en viande dense. Et comme la nature ne peut pas être brevetée, elle devient invisible dans les discours officiels. Parlons maintenant des mécanismes biologiques précis que nos ancêtres exploitaient sans même le savoir. Le yanten, avec son ocubine, agit comme anti-inflammatoire naturel. Il protège la muqueuse intestinale,
ce qui rend les poules plus résistantes aux parasites et aux variations brutales du climat continental. La malva, avec ses mucilages, forme une sorte de pansement interne qui régule la vitesse de digestion et maintient l'hydratation des tissus. Les oméga-3 de la verdolaga réduisent le stress oxydatif et améliorent la vitalité générale, ce qui se traduit par des cycles de ponte plus réguliers. Le trèfle, en plus de ses protéines, renferme des phytoestrogènes légers qui stimulent doucement la production d'œufs, un secret que les éleveurs des steppes kazakhs utilisaient depuis des générations. Enfin, l'amarante, avec ses acides aminés essentiels comme la lysine, compense les carences fréquentes des régimes basés uniquement sur les grains. À l'époque soviétique, les agronomes parlaient d'équilibre biologique instinctif, car les poules choisissaient naturellement les feuilles riches en ce qui leur manquait. Aujourd'hui, on appelle cela l'alimentation auto-titrée. Comment l'appliquer dans un petit élevage contemporain? Rien de plus simple. Plantez une morera, même jeune. Dans 3 ans, elle vous donnera déjà des paniers de feuilles. Laissez un coin humide se couvrir de langue de vache. Elle reviendra chaque année. Aménagez un petit bassin, même une bassine d'1 mètre, et introduisez-y de la sola. Réservez un rectangle de 2 x 3 mètres pour l'ortie et laissez-la pousser sans intervenir. Et surtout, abandonnez l'idée que ces plantes salissent votre terrain. Elles l'enrichissent, elles nourrissent vos oiseaux, elles réduisent vos dépenses. Souvenez-vous, chaque plante sauvage que vous laissez vivre est une monnaie que vous n'avez pas à dépenser. Les archives nous disent que nos arrière-grands-parents savaient vivre ainsi, même durant les blocus, les sécheresses, les guerres. Ce n'est pas du folklore, c'est une science populaire. Une science que l'industrie a intérêt à nous faire oublier, mais nous sommes encore assez nombreux pour la ranimer, et tant que nous la transmettrons, elle ne mourra pas. Approchez-vous, une autre archive s'apprête à s'ouvrir, et elle porte en elle une leçon que l'industrie préférerait nous cacher. Dans les archives poussiéreuses de 1932, conservées dans une école agricole abandonnée près de Tambov, on raconte qu'un instituteur avait fait une expérience clandestine, nourrir 2 groupes de poules russes blanches avec des régimes radicalement différents. L'un recevait exclusivement un mélange de grains officiels fourni par le sovkhoze. L'autre, un assortiment de plantes sauvages ramassées par les élèves, ortie, trèfle, serraja, pissenlit, malva, yantène et feuilles de morera. Après 3 mois, les résultats furent si choquants que le directeur exigea que les rapports restent internes. Le groupe nourri aux plantes produisait 27% d'œufs supplémentaires, avec une densité de coquilles augmentée de 18%. Les poules étaient plus lourdes, plus actives, moins dépendantes et surtout coûtaient presque 0 rouble à nourrir. Une hérésie pour l'époque où les kolkhozes cherchaient à justifier l'achat massif de grains. Cet épisode résume parfaitement le conflit qui traverse notre époque, la vérité empirique contre la vérité rentable. Car les données biologiques sont implacables. Une ortie bien développée contient entre 6 et 7% de protéines fraîches, riches en acides aminés essentiels comme la histidine et la lysine. Le pissenlit regorge de vitamine C, de caroténoïdes, de potassium et de composés amers qui stimulent le foie des gallinacées, un organe clé pour la ponte. Le trèfle, grâce à ses tanins doux, améliore la biodisponibilité du calcium, un mécanisme que même les manuels d'aviculture modernes reconnaissent sans en tirer les conclusions logiques. Si les plantes font déjà le travail, pourquoi payer pour des additifs? La réponse est simple, parce qu'un additif se vend, une herbe sauvage ne se vend pas. Dans les régions steppeuses du Kazakhstan, les éleveurs traditionnels nourrissaient leurs poules avec amarante et verdolaga pendant les sécheresses, car ces plantes restent croquantes même sous un soleil écrasant. La verdolaga, avec ses tiges juteuses, actionne un mécanisme physiologique vital, l'hydratation interne. Les jours de chaleur, les poules perdent de l'eau par allaitement. Une ration de verdolaga réduit ce stress thermique. Les oméga-3 qu'elle contient servent d'anti-inflammatoires naturels, rendant l'oiseau plus résistant à la fatigue. En 1981, un laboratoire vétérinaire de Biélorussie mesura même une augmentation moyenne de 12% du poids des jaunes chez les poules ayant accès à la verdolaga. Mais cette donnée n'a jamais franchi les murs du laboratoire. Pourquoi? Parce qu'elle contredisait les campagnes publicitaires des entreprises d'aliments composés. Et l'industrie, déjà à l'époque, n'aimait pas les contradictions. Parlons maintenant de la malva,
cette plante que les anciens du Don appelaient la vache des pauvres. Ces mucilages tapissent l'intestin, stabilisant la flore bactérienne et ralentissant l'absorption des nutriments pour une digestion plus régulière. Ce mécanisme peut prolonger la sensation de satiété chez la poule, réduisant les comportements agressifs liés à la faim ou au stress. Le yantène, riche en ocubine, joue quant à lui le rôle de véritable pansement cellulaire. Dans un environnement post-soviétique où les sols argileux sont fréquents, les poules ingèrent souvent de petits débris minéraux. Ces particules irritent l'intestin. Le yantène apaise cette irritation et accélère la régénération des tissus. Aucun granulé industriel ne reproduit cette fonction sans recourir à une longue liste d'additifs cryptiques. L'amarante, surnommée le grain des dieux par les peuples anciens et adoptée par les kolkhozes dans les années 1960, constitue l'une des rares plantes capables de fournir une protéine végétale complète. Une seule tête d'amarante mûre peut contenir plus de 100 000 graines. Lorsqu'elles sont secouées dans l'enclos, les poules se ruent dessus comme sur une pluie d'or. Les acides aminés qu'elles contiennent soutiennent le développement musculaire, particulièrement chez les jeunes poulets. Là encore, l'industrie préfère le silence. Si tout le monde plantait quelques rangées d'amarante, les ventes de granulés chuteraient de façon spectaculaire. Enfin, la morera, véritable trésor oublié. Les paysans ouzbeks l'utilisaient déjà bien avant l'arrivée du tracteur, nourrissant à la fois les vers à soie, les moutons et les poules. Ces feuilles renferment une quantité prodigieuse de protéines, mais aussi de la rutine, un composé qui renforce les capillaires sanguins. Pour une poule, cela se traduit par une meilleure oxygénation des tissus et une ponte plus stable, même en conditions difficiles. Pourquoi ne trouve-t-on pas des sacs d'aliments enrichis en morera? Parce que cela serait inutile. Il suffirait de planter un arbre. Et planter un arbre, ce n'est pas consommer. Voilà le nœud du complot économique. Tout ce qui pousse gratuitement doit être oublié. Tout ce qui existe en abondance doit être dénigré. Toute autonomie doit être remplacée par une dépendance. Pourtant, les archives post-soviétiques racontent une histoire différente. Une histoire de survie, d'ingéniosité, d'adaptation. Une histoire où les poulaillers communautaires vivaient d'abondance, même quand les magasins étaient vides. Une histoire où le savoir circulait oralement, transmis de main en main, de grand-mère en petite-fille, sans jamais figurer dans un catalogue. Alors comment réactiver ce savoir aujourd'hui? Commencez petit, laissez pousser les mauvaises herbes, observez ce que vos poules préfèrent, introduisez la verdolaga dans les zones chaudes, la malva dans les sols profonds, l'amarante au soleil, la morera à l'ombre d'un mur ancien. Créez un bassin, un simple baril coupé en deux suffit, et cultivez la sola. Accrochez des fagots de trèfle pour stimuler l'activité, laissez l'ortie coloniser un coin d'humidité. Vous verrez rapidement un changement. Plumes brillantes, crête rouge, œufs lourds, comportement apaisé. Ce que vous faites alors n'est pas seulement nourrir, vous rétablissez une continuité brisée. Vous rendez au vivant ce que l'industrie lui a arraché, sa logique, sa liberté, sa cohérence. Et surtout, vous participez à la transmission d'un savoir millénaire. La modernité nous dit que la connaissance vient des laboratoires. L'histoire nous murmure qu'elle vient aussi des champs, des fossés,